les enjeux, vous les connaissez, hein, c'est nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. C'est un problème de quantité, c'est un problème de qualité. Dans la qualité, il y a pas de pesticides sur les fruits et légumes, pas de perturbateurs endocriniens, pas d'hormones dans le lait, pas d'antibiotiques dans la viande. C'est correctement et durablement. Durablement, évidemment, c'est sans trop d'émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi l'obligation pour les agriculteurs de s'adapter au réchauffement climatique, ce qui va aller dans le sens de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein, comme on dit, et donc dans le sens d'une diversification de l'agriculture, et de moins émettre de gaz à effet de serre, moins de gaz carbonique, ce qui voudra sans doute dire moins de labour, moins de méthane, moins surtout de protoxyde d'azote pour nos agricultures industrielles. C'est le principal gaz. Pour ce qui est des agricultures industrielles, la principale contribution au réchauffement climatique, c'est les épandages en gaz azoté de synthèse. Existe-t-il des solutions techniques? Alors on me dit qu'il faut mettre des priorités là-dedans. Non, il faut tout faire à la fois, y compris les revenus décents pour les agriculteurs. Hein. Ce matin, ça a été dit, les gens ne demandent pas que de la nourriture, hein, ils demandent aussi, les agriculteurs, avoir des revenus décents, pouvoir avoir un niveau de vie correct et autres. Et il nous faut faire tout ça à la fois. On ne va pas sacrifier les générations futures, la fertilité des sols, on ne va pas effondrer les abeilles, surmortalité des insectes pollinisateurs, parce qu'il y aurait urgence de répondre à cette demande. Alors, est-ce que techniquement c'est possible? La réponse, elle est quand même oui, hein, globalement. Après, ça se décline de façon différente selon les endroits. L'agroécologie, en tant que discipline scientifique, c'est celle qui justement permet de rendre compte de la complexité du fonctionnement de ces différents environnements aménagés par les agriculteurs. On appelle ça les agroécosystèmes, les écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Et c'est à ce niveau-là d'ailleurs qu'on va évaluer désormais les rendements, la valeur ajoutée, le bien-être intérieur brut va devoir être évalué, non pas à l'échelle d'une plante, d'un troupeau, d'un sol, mais à l'échelle de combien cet agroécosystème aménagé, combien il est capable de produire des calories, des protéines, des vitamines, des minéraux, du bien-être et autres. Alors, l'agriculture inspirée de l'agroécologie peut être intensive, donc l'intensification n'est pas nécessairement une impasse, si on parle de faire l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables. Il nous faut des calories alimentaires. D'où viennent ces calories? Du soleil. Y a-t-il pénurie annoncée de rayons du soleil? Pas avant 1,5 milliard d'années. Moi, je vous propose qu'on fasse usage intensif des rayons du soleil, et ça plaide pour des systèmes de production avec une couverture végétale maximale des sols, faire en sorte que le maximum de rayons du soleil tombe sur des feuilles en état de faire la photosynthèse, transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Cette énergie alimentaire, c'est du sucre, de l'amidon, des lipides, c'est des hydrates de carbone. La plante doit trouver du carbone. Où la plante trouve-t-elle du carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère? Désolé, c'est pléthorique, il y en a beaucoup trop. Si les agriculteurs peuvent faire un usage intensif du gaz carbonique, la plante prend le carbone, fabrique du sucre, de l'amidon, des lipides, pourquoi pas de la paille, pourquoi pas de la fibre, pourquoi pas ensuite de l'humus dans les sols? Moi, je suis pour l'agriculture intensive. Écologiquement intensive, intensément écologique, faire l'usage intensif des ressources naturelles, renouvelables ou pléthoriques. J'en conviens, si on veut que la plante prenne le gaz carbonique, prenne le carbone, libère l'oxygène pour nos poumons, il faut que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et vous le savez, c'est quand la plante transpire, c'est par les petits trous par lesquels elle transpire qu'elle parvient à prendre le carbone et libérer l'oxygène. Donc c'est la gestion de l'eau. Et effectivement, l'eau est un facteur prédominant. Mais alors en priorité, s'il vous plaît, l'eau pluviale. Il ne faut plus qu'il y ait d'eau qui ruisselle. Il faut que toute l'eau s'infiltre. Donc pas d'inondation dans la vallée. Il faut qu'il y ait le maximum d'eau disponible pour la plante pour qu'elle puisse transpirer le plus longtemps possible, parce que plus longtemps elle pourra transpirer, plus elle pourra ouvrir les orifices par lesquels rentre le gaz carbonique. La plante, quand elle souffre de sécheresse, elle a un avantage sur nous. Nous, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus on transpire. Elle a les moyens d'arrêter sa transpiration, mais elle ferme les orifices, mais du coup, elle ferme la photosynthèse. Donc, gestion de l'eau, le sol doit être poreux, l'eau doit s'infiltrer, ne pas ruisseler. On a longtemps pensé labour, aujourd'hui on pense vers de terre. On pense biologie des sols pour que le sol soit poreux et que l'eau puisse s'infiltrer. Vous voulez que l'eau qui s'infiltre reste à disposition des racines des plantes, c'est l'argile et l'humus. On ne peut pas enrichir un sol en humus, en argile, on peut l'enrichir en humus. Mélange savant de carbone et d'azote. On a besoin de calories, mais on a besoin de protéines. La protéine, c'est un hydrate de carbone sur lequel on rajoute de l'azote. Où trouve-t-on l'azote? Dans l'air. Combien? 79%. Combien de siècles faudra-t-il pour épuiser l'azote de l'air? Excusez-moi, c'est en millénaires. Je vous propose qu'on fasse l'usage le plus intensif de l'azote de l'air.
2 méthodes. Rajouter de l'azote à un hydrate de carbone, c'est coûteux en énergie. Donc il y a la méthode désuète de l'agriculture industrielle, on va mettre des engrais azotés de synthèse. Les engrais azotés de synthèse, appelez ça urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, c'est avec de l'énergie fossile. Ça, c'est désuet. L'énergie fossile, c'est terminé, on ne va pas fabriquer de l'urée, de l'ammonitrate et tout avec du gaz naturel russe, norvégien ou du pétrole vénézuélien. C'est terminé. On va fabriquer des protéines avec des légumineuses, et c'est bien des microbes qui vont aider les plantes. Alors vous appellerez ça trèfle, vous appellerez ça luzerne, vous appellerez ça lentilles, pois chiches, fèves, févrole, soja, arachide, mais on ne manque pas dans aucun pays du monde de plantes de la famille des légumineuses capables, sur le territoire même, de prendre l'azote de l'air en circuit court, sur le territoire même, et fabriquer sur place des protéines pour l'alimentation animale, des protéines pour l'alimentation humaine, et même laisser des résidus azotés dans le sol pour fertiliser la plante qui viendra ensuite en rotation. On a besoin d'éléments minéraux, j'en conviens, c'est un peu compliqué, mais l'agroforesterie, les arbres peuvent les chercher en profondeur, ça remonte avec la sève, ça se met dans les feuilles, la feuille morte tombe à terre, ça fertilise le sol. Oui, sans doute, dans un grand nombre de nos agroécosystèmes, il faudra remettre des arbres, en tout cas associer des cultures annuelles avec un couvert souvent arboré. Évidemment, tout dépend de là où on est, j'en conviens. Puis maintenant, on sait qu'il y a des champignons qu'on appelle mycorhiziens, qui sont capables, tellement ils sont filamenteux, d'aller débusquer des éléments minéraux qui sont coincés entre les feuillets d'argile. Enfin, on ne manque pas de solutions techniques. Oui, il est possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, mais vous l'avez compris, c'est des systèmes qui vont être plus résilients face au réchauffement climatique, donc plus diversifiés. On va effectivement avoir des rotations dans lesquelles il y aura des légumineuses, mais il y aura des céréales, il y aura des tubercules, il y aura des plantes rampantes. On va même pratiquer des associations de cultures. Ça peut être la milpa mexicaine, ça peut être l'acacia, les sorgho et mil sous le couvert d'acacia albida au Niger, au Sénégal ou ailleurs. Ça peut être l'agroforesterie. Quand vous êtes dans le Kerala en Inde, vous avez l'impression de traverser des forêts. Ce ne sont que des agroforêts, tous les arbres sont utiles. Donc, selon les lieux, enfin, on peut faire. Mais vous l'avez compris, cette agriculture, si elle est diversifiée, elle n'est pas industrielle, ce n'est pas la production à grande échelle, on ne fait que de la monoculture pour amortir des investissements. L'agriculture capitaliste à salarié, quand elle investit du capital pour un taux de profit ou un taux de rentabilité interne, pour parler comme les économistes, on fait de gros investissements et on essaie de l'amortir en spécialisant l'agriculture à outrance, monoculture, monoélevage et autres. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est tout le contraire. Notre agriculture va être intensive, elle va être artisanale, elle va être savante. Artisanale, ça veut dire qu'elle est exigeante en travail, j'en conviens. Ça va être une agriculture intensive en emploi. Mais je vous pose la question, est-ce grave, dans les pays où les gens partent vers les bidonvilles, de promouvoir une agriculture intensive en emploi? On voit bien que le débat, ça va être de comment faire en sorte que des agriculteurs qui s'adonnent à une agriculture qui sera conforme à l'intérêt général, extrêmement diversifié, conforme à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, conforme à s'adapter au réchauffement climatique, conforme à maintenir l'humus des sols, maintenir, j'ai oublié d'en parler quand même, les insectes pollinisateurs, les insectes prédateurs de prédateurs. Ça, c'est la biodiversité, cultivée, spontanée et autres. Cette agriculture artisanale intensive en emploi, ce n'est pas un drame. Dans les pays où il y a du chômage, pour avoir une agriculture intensive en emploi, je suis vraiment pour. Maintenant, la question, et ce sera sans doute le débat, comment faire en sorte que des gens qui s'adonnent à cette agriculture puissent être effectivement correctement rémunérés. Il y a urgence de transformer les politiques publiques pour que l'agriculture conforme à l'intérêt général sur le court et long et moyen et long terme. Eh bien, écoutez, c'est nos politiques publiques qu'il faut questionner. Moi, je suis pour l'agriculture familiale, je suis pour l'agriculture intensément écologique, qu'on ne me dise pas que c'est une agriculture extensive. La permaculture, y compris, est une des formes d'agriculture biologique qui accroît d'emblée les rendements. Alors c'est très intensif en travail, j'en conviens, mais il y a urgence de promouvoir. Moi, ma vraie question, c'est qu'est-ce qu'on attend ?